Donc jusqu'ici, nous nous sommes intéressés à l'orogenèse cadomienne, donc celle qui a lieu à la base du primaire lors du Cambrien, donc que j'ai renoté ici. Vous avez ici tout un tas de phénomènes biologiques qui peuvent vous permettre de vous donner quelques repères si ça vous aide. C'est pas à connaître, hein, c'est juste pour votre culture générale. Ce qu'il faut savoir, c'est juste ce qui est entouré ici avec des ronds rouges, de façon à se repérer entre les trois orogenèses visibles sur la carte de France. Donc nous quittons l'orogenèse cadomienne du tout début du primaire et nous allons vers l'orogenèse hercynienne qui se situe au Dévonien et au Carbonifère, donc vers la fin plutôt du primaire. Dans cette vidéo, on va s'intéresser aux aspects tectoniques. Quels sont les indices de raccourcissement et de chevauchement qu'on peut trouver encore dans une chaîne de montagnes ancienne, alors que, comme on l'a dit, elle a disparu. Donc ça paraît très curieux que l'on puisse trouver encore des indices de raccourcissement et des indices de décrochement comme dans les Alpes, alors que toute cette chaîne qui faisait 4000 à 5000 mètres d'altitude a totalement disparu. Eh bien pour ça, il faut vous rappeler le cours sur les Alpes. On avait fait des schémas où la tectonique crustale allait assez loin en profondeur, donc on peut retrouver des très très grands chevauchements, des très très grandes failles qui vont en profondeur et donc qui sont toujours là. Et puis on a aussi des dépôts qui vont avoir lieu vers la fin de l'orogenèse hercynienne, des sédiments tardi-orogéniques, et cela on peut aussi les observer. Donc pour vous souvenir de tout ça, je pense que le moyen mémotechnique vraiment le plus simple, c'est de vous obliger à reporter ces informations sur votre carte et du coup au fur et à mesure que vous allez le dessiner, ça va s'imprimer dans votre mémoire. Donc premier exercice, vous cherchez des plis. Donc bien sûr, il s'agit de plis que nous ne voulons pas être des plis cadomiens, donc pas des plis associés à la couverture sédimentaire briovérienne, bien évidemment. Nous voulons des plis associés à l'orogenèse hercynienne, et donc il nous faut du dévonien carbonifère. Essayez d'identifier des plis impliquant ces sédiments, alors peut-être des sédiments antérieurs aussi éventuellement. Et puis identifier donc la direction de l'axe de ces plis, donc que vous matérialiserez tout simplement par un trait, et puis vous pourrez faire ajouter les figurés conventionnels de synclinal et d'anticlinal, et puis en admettant qu'ici nous n'avons pas de phénomène de cisaillement, hypothèse que nous ne sommes pas du tout en mesure de vérifier, on acceptera qu'ici il est possible de reconstituer la direction des contraintes et donc placez-les. Mettez la vidéo en pause et prenez le temps de faire cet exercice. Donc nous cherchons des plis qui contiennent du dévonien carbonifère. A priori, pour que la couverture sédimentaire soit conservée, on a plus de chances de voir des choses, des plis qui eux-mêmes datent du carbonifère, mais forcément un pli qui date de l'époque carbonifère contient nécessairement, enfin pas nécessairement, il peut contenir bien sûr des terrains qui lui sont antérieurs. Donc par exemple, si je regarde ce qui se passe autour de la ville de Laval, j'ai au centre un terrain houillé, H2, donc que je retrouve ici, qui est entouré de terrains dévoniens, donc que l'on retrouve ici avec tous les intermédiaires, et puis on retrouve complètement en périphérie du silurien. Donc là j'ai une série de terrains emboîtés à cette échelle. Une série de terrains emboîtés a très peu de chances d'être juste une colline avec de l'érosion. C'est quelque chose qu'on verra parfois sur les cartos à 50 millième. Donc avec une carto à 50 millième, quand je vois des terrains emboîtés, la question que je dois toujours me poser, c'est y a-t-il un piège? Est-ce que je ne suis pas juste en train de voir une butte témoin érodée? Surtout si au centre de ma structure, j'ai les terrains les plus récents, eh bien j'ai peut-être juste une butte avec des couches qui sont toutes horizontales ou subhorizontales, monoclinales, et puis je les vois affleurer tout simplement parce que c'est l'érosion de ma butte témoin. Donc sur une carte à 50 millième, j'ai les courbes de niveau, donc j'ai le moyen de savoir. Ici, je n'ai pas les courbes de niveau, donc a priori, je n'ai pas de moyen de trancher entre ces deux hypothèses. Il s'agit d'un vrai pli ou il s'agit d'une zone en relief érodée.
mais il est assez improbable que sur des choses aussi étendues, hein, là on se rapproche de la centaine de kilomètres, il est assez improbable que ce soit juste des effets d'érosion. Surtout que si on avait un gros massif montagneux allongé dans les zones de Bretagne, ça se saurait. Hein, non, là on est sur une zone de paysage, de bocage assez plat. Donc cette hypothèse n'est pas vérifiée. Donc a priori, j'ai un pli. Alors, chaque fois que vous êtes sur la carte de France, vous pouvez, au millionième, vous pouvez proposer que c'est un pli. Donc je commence par placer la projection du plan axial du pli, parce que je vous rappelle que le terme axe du pli n'est pas complètement rigoureux. En fait, nous travaillons en 3 dimensions, donc nous avons un plan axial, mais comme on est en carte, ce plan axial a été projeté sur une surface horizontale, ce qui en fait une ligne, et donc nous avons la projection du plan axial du pli. Ce que diront les gens qui passent G2E, les gens de l'agro, vous pouvez dire axe du pli, ça ne nous pose pas particulièrement de problème. De quel pli s'agit-il? Avons-nous affaire à un anticlinal? Avons-nous affaire à un synclinal? Donc je vous rappelle les moyens mémotechniques. Anticlinal, ça commence par un A, c'est justement la forme des couches. Mais n'oubliez pas d'éroder tout ça ensuite. Donc ça veut dire que pour un anticlinal, si ceci est le terrain le plus récent, je vais donc avoir le terrain le plus ancien au centre, le plus récent sur les côtés. Bon, clairement, ce n'est pas ce dont je dispose, puisque on met toujours les terrains géologiques dans leur ordre de dépôt, leur ordre de sédimentation, donc le houiller est bien sûr plus récent que le dévonien, etc. Donc j'ai affaire à un synclinal qui va se plisser de cette façon-là, avec ici mon terrain le plus récent, puis les terrains les plus anciens, et donc quand... Oups, fallait que je fasse descendre un peu plus le 1. Donc quand j'ai affaire à une érosion, eh bien j'aurai le terrain le plus récent au centre et puis de plus en plus vers l'extérieur des terrains plus anciens, et c'est exactement ce que j'ai ici. Donc comment je le représente de façon conventionnelle? Là aussi, il y a un petit moyen mémotechnique. Les représentations conventionnelles, c'est pas la peine d'apprendre par cœur et de vous mélanger après entre les deux. Souvenez-vous de la façon dont on les construit. On les construit avec un petit V. Et le V, il indique le sens dans lequel les strates descendent. Donc si j'ai affaire à un synclinal, qui donc par rapport à l'axe médian, a des terrains qui descendent vers le centre dans les deux sens. Quand je vais dessiner le plan axial, donc ce que j'ai déjà fait, ces terrains y descendent vers le centre, vers le plan axial, les autres descendent aussi vers le plan axial. Et donc je retrouve que le figuré conventionnel, ce sont des croix pour ce synclinal. Et si j'avais eu affaire à un anticlinal, je l'aurais retrouvé exactement de la même manière. Dans un anticlinal, les terrains descendent en s'écartant du plan axial médian du plan. Donc si ça c'était la projection du plan axial d'un anticlinal, je devrais dessiner que les terrains au nord descendent en s'éloignant du plan axial, les autres aussi le font de même au sud, et donc je retrouve que ce figuré avec des losanges est un figuré d'anticlinal. Donc vous voyez que j'ai appris une seule chose, j'ai juste appris que dans les figurés conventionnels des plis, eh bien le V nous donne le sens dans lequel se situe le pendage, dans lequel les strates descendent. Ça m'évite de me mélanger entre les deux figurés. Si vous avez des moyens mémotechniques plus efficaces pour obtenir les figurés sans mélanger, gardez les vôtres. L'important c'est de ne pas se mélanger. Donc là nous avions identifié un grand synclinal. Quand on a cette série de grands synclinaux à l'intérieur duquel il y a des petits plis secondaires, on utilise parfois le terme de synclinorium. Peut-être que ceux qui passent G2E ont croisé ce terme. Il n'est bien sûr pas au programme. On retrouve la même disposition ici. Donc nous avons du silurien, ensuite de l'ordovicien, ordovicien 1, ordovicien 2. Donc le silurien est plus récent que l'ordovicien. Donc nous faisons exactement la même analyse que pour les autres terrains. On a donc ici, donc là vous voyez que c'est plutôt toute une série de petits plis. Hein. Là ça mériterait vraiment son terme de synclinorium.
repérez que, par exemple, ici, je l'ai mal dessiné, les plans axiaux ne sont pas du tout des plans mathématiques. Ça peut tout à fait onduler dans l'espace. Ça ne pose pas de problème. Les plans de géologie ont tendance à se déformer dans l'espace. Ça se voit très bien sur celui-ci, par exemple, qui non seulement ondule, mais en plus est recoupé. On le voit ici par une faille décrochante. Donc nous avons ici toute une série de plis avec des terrains les plus récents qui sont au centre. Donc c'est comme tout à l'heure, nous avons ici toute une série de synclinaux de plus ou moins grande taille. Alors bien sûr, ici, entre les deux synclinaux, il y a un mini anticlinal, mais ça va être un petit peu difficile à dessiner, donc je vais me contenter de représenter simplement les plans axiaux des synclinaux. Est-ce que ces terrains-là, donc siluriens à ordoviciens, est-ce qu'ils répondent bien à la contrainte qu'on m'a demandé, des plis s'étant formés lors de l'orogenèse hercynienne? Donc pour qu'il se soit formé lors de l'orogenèse hercynienne, il ne faut pas qu'il lui soit postérieur. Donc si on avait eu des terrains avec du Permien, c'est clair qu'ils ne répondaient pas à la question, ils étaient trop tardifs. Par contre, n'importe quelle roche antérieure à l'orogenèse hercynienne peut faire des plis lors de l'orogenèse hercynienne. Donc le briovérien qui est plissé ici, nous avons, je ne l'avais pas dessiné, mais nous voyons ici un pli anticlinal. Eh bien, tout terrain qui est antérieur à l'orogenèse hercynienne peut être plissé lors de l'orogenèse hercynienne. Donc, tous les terrains que nous avons ici, silurien, ordovicien, briovérien, donc tout le début jusqu'au milieu du primaire, peuvent tout à fait se plisser lors de l'orogenèse qui a lieu lors de la fin du primaire. Donc, ne cherchez pas forcément des terrains qui datent exactement de l'orogenèse, ce sont tous les terrains antérieurs qui peuvent se plisser lors de l'orogenèse. Alors ce qu'on nous demandait ici dans une deuxième phase, c'était identifier la direction. Donc vous voyez qu'ils sont tous à peu près parallèles les uns aux autres. Donc nous avons ici une direction qui est globalement nord-ouest-sud-est. On nous demande ensuite d'en déduire la direction des contraintes, donc toujours il faudrait être prudent. Si on n'est pas sur des plis à flanc long et flanc court montrant qu'il existe un cisaillement, alors nous pouvons reconstituer les contraintes. Mais ici nous avons une difficulté, c'est que nous ne disposons pas du plan axial du pli qui nous permettrait de reconstituer les contraintes et notamment sigma 1 perpendiculaire au plan axial du pli. Donc nous ne pouvons pas correctement les reconstituer en 3 dimensions. Donc nous allons faire quelque chose d'extrêmement approximatif puisque nous avons ici une droite et non pas un plan. Donc normalement, il faudrait pouvoir donner le vecteur sigma 1 en 3D. Et là, bien sûr, nous n'avons pas pouvoir le faire. Nous allons juste dire que globalement, il nous semble que sigma 1 est à peu près comme ça, mais quel est son angle par rapport à la carte, comment il s'élève au-dessus de la carte ou descend en dessous de la carte, nous n'en avons pas la moindre idée. Donc ça nous dit juste, ça nous donne juste un indice très approximatif de raccourcissement. Et puis bien sûr, sigma 3 est dans la direction où cela a pu s'épaissir. Donc sigma 3 est en fait vertical. Donc je le représente un peu comme en physique, puisque je vous rappelle qu'il va vers l'objet. Donc sigma 3 est perpendiculaire bien sûr à la carte, puisque ça s'épaissit perpendiculairement. Donc c'est un exercice très approximatif sur la carte au millionième, puisque en réalité sigma 1 n'est pas nécessairement dans le plan de la carte, il fait peut-être un angle par rapport au plan de la carte. Mais comme parfois on peut vous le demander, je vous ai demandé de faire l'exercice, même si c'est un petit peu approximatif. Les Alpes, on avait dit qu'en plus de tous les indices de raccourcissement, il était classique dans des chaînes de montagne d'avoir des grands décrochements. Donc ce qu'on vous demande ici, c'est de chercher des grands décrochements qui existent dans le massif armoricain. Identifiez-les en mettant la vidéo en pause. Alors les grands décrochements caractéristiques, vous avez ici un grand décrochement au nord
et que l'on retrouve ici, hein, qui reprend ensuite en relais une faille décrochante qui est un petit peu plus en biais. Donc c'est justement ça qui nous avait permis de délimiter la zone qui est constituée de socles cadomiens en grande partie, au moins jusqu'ici, on a clairement que du socle cadomien, de la zone centrale qui avait une couverture à la fois cadomienne, ici on voit la couverture bryovérienne rose caractéristique, mais aussi une couverture primaire hercynienne. Et puis c'est surtout vers le sud qu'on a des chevauchements encore plus marqués. Vous avez ce chevauchement-là qui est pris en relais par celui-ci. Et puis encore d'autres failles décrochantes beaucoup plus au sud. Et ça nous donnait justement la limite de la zone de couverture sédimentaire mixte, cadomienne et primaire. Et on avait ensuite toute cette zone dite sud-armoricaine. Donc là, on a toute une série de failles décrochantes qui sont présentes dans cette portion sud-armoricaine et qui se divisent en deux en faisant par ici une structure en triangle. Alors on va s'intéresser justement à cette zone cisaillée sud-armoricaine. On nous dit dans la notice de la carte au millionième qu'on a pu savoir qu'elles avaient joué avant 335 millions d'années. Et ce qu'on vous demande, c'est de retrouver l'argument avec un indice qui vous est donné, c'est de considérer le granit numéro 17 qui est ici, de regarder la relation qu'il entretient avec la faille décrochante, et puis bien sûr, en utilisant la légende, de pouvoir confirmer la datation de la faille. Donc prenez le temps de bien observer, c'est pas tout à fait évident. Observez bien, réfléchissez bien, construisez un argumentaire en mettant la vidéo en pause. Alors ce que l'on observe, c'est que l'on n'a pas, comme ici on a le granit 18, qui est franchement recoupé par une faille décrochante, et donc on en retrouve l'autre bout, hein, c'est très net, de l'autre côté de la faille. Donc là on a un granit coupé en deux, classique, le granit était là avant le jeu de la faille, et la faille décale les deux morceaux du granit numéro 18. C'est pas ce qu'on voit ici par rapport au granit 17 et à la faille sud-armoricaine. On n'a pas non plus cette relation, un granit qui vient interrompre brutalement une série de failles. Donc là, il lui est clairement postérieur. Donc nous n'avons pas le figuré, le motif quand le granit est antérieur à la faille. Nous n'avons pas le motif attendu quand le granit est postérieur à la faille. Fort embêtant. Donc vous voyez qu'il ne nous reste plus qu'une hypothèse, à savoir que le granit est synchrone de la faille. Alors, essayons de réfléchir à quelle est l'image que l'on attend si on a un granit qui se met en place au moment où la faille joue. Un granit qui se met en place, ça veut dire que ce sont des gouttelettes de magma qui se rejoignent et qui sont en train de cristalliser. Elles sont en train de cristalliser ou peut-être qu'elles viennent juste de cristalliser au moment où la faille joue. Donc ça veut dire que ce matériau, même s'il est déjà cristallisé, il est encore très chaud, donc il est encore très malléable, il est encore très ductile. Donc l'image à laquelle je m'attends, si la faille et le granit se mettent en place en même temps, c'est que la faille, elle va cisailler du matériau qui est encore très très souple et qui donc a priori va se déformer avec elle. Eh bien, si cette faille bougeait dans ce sens-là, pourquoi est-ce que ça ne donnerait pas ce genre d'image? On a un massif granitique, puis au lieu qu'il se continue tranquillement ici, comme c'est le cas pour le granit 18, on s'aperçoit qu'il est comme s'il était étiré dans un sens. Et on retrouve la même image ici. On a l'impression que tous les granites sont étirés dans ce sens-là. Et vous voyez que ça ne peut pas correspondre à un granit qui est entièrement formé, entièrement rigide, refroidi avant, puisqu'à ce moment-là, on a une coupure nette. Alors que là, ça a l'air d'être étiré tout le long de la faille. Et donc c'est pour ça que l'on va proposer que le granit 17 et la faille aient un fonctionnement synchrone. Alors si on va regarder
où est ce granit 17? On le retrouve ici. Or, justement, c'est postérieur à 335 millions d'années, donc nous avons bien retrouvé l'argument selon lequel ces failles décrochantes auraient fonctionné à cette époque-là, en même temps, pendant le temps où se formait le granit 17, donc postérieurement à 335 millions d'années, quelque part entre 335 et 305 millions d'années. Alors, ce qui peut vous déranger par rapport à ce raisonnement, c'est ce figuré ici, qui est dans l'autre sens. Alors que nous avons interprété la forme de ces granites comme un mouvement, comme le fait qu'ils soient déplacés dans ce sens-là, donc opposé au figuré qui est là sur la carte de France. Mais je vous rappelle que sur la carte de France, on met le dernier jeu de la faille. Donc si la faille rejoue ensuite dans l'autre sens, et vous voyez que depuis l'époque de 300 millions d'années, elle a eu plein d'autres possibilités de jouer, alors le dernier jeu de la faille est celui qui figurera sur la carte de France. Examinons les roches de cette zone cisaillée sud-armoricaine. Donc la première chose que l'on doit commencer à dire, c'est que on voit une roche qui est entièrement cristallisée, constituée de minéraux blancs, de minéraux sombres, et donc on a des minéraux noirs ici, on a des minéraux gris, un peu gris comme du gros sel, et puis on a des minéraux blancs un tout petit peu jaunâtres. Cette association nous fait penser bien sûr à la présence de feldspath, de mica et de quartz, et donc à un granit. Cependant, par rapport à cette interprétation, nous voyons que la disposition n'est pas isotrope. On attendrait une disposition complètement aléatoire des minéraux pour un granit. Ce que l'on repère, c'est qu'il y a l'air d'avoir des plans préférentiels dans cette roche. Donc, c'est-à-dire des plans de schistosité. Les plans de schistosité, c'est ce qui va être ce qui est noté habituellement S, mais ici nous allons devoir réfléchir un petit peu plus parce que pourquoi j'ai choisi ce plan-là? Parce que quelqu'un d'autre va dire mais moi c'est ce plan-là que je vois. Ce sont ces plans qui font un angle par rapport au plan jaune que tu m'as proposé. Ce ne sont pas du tout les mêmes plans. Alors quand on a comme ça des choses qui ont l'air un peu contradictoires, on repère un premier plan, mais on en repère d'autres qui ont l'air d'aller d'un plan à l'autre, ça veut dire que les plans principaux, ceux pour lesquels il est vraiment, qui sont vraiment faciles à voir et qui sont les plus longs, ça ce sont en réalité des plans de cisaillement. Et que ce que l'on voit en biais, c'est-à-dire les minéraux qui s'orientent ensuite entre ces deux plans, c'est en fait de la schistosité qui est cisaillée entre ces deux plans. Donc on va appeler C le plan de cisaillement, S la schistosité qui est broyée, qui est alignée, qui est déformée selon ces plans de cisaillement. Et puisque la forme en S est comme ça, on en déduit que c'est ce morceau-là qui se déplace dans ce sens-là et celui-là dans cet autre, ce qui fait que tous les éléments vont se positionner selon cette direction-là qui les déforme. Donc là, on retrouve, je vais tout effacer pour que vous puissiez essayer de le retrouver par vous-même. On retrouve des plans alignés, plans de cisaillement, des minéraux en biais par rapport à ce plan de cisaillement, et donc on reconnaît la figure CS tout à fait caractéristique d'une roche qui est entièrement cisaillée. Donc c'est logique dans cette région. La deuxième chose que l'on doit absolument dire quand on nous donne ces échantillons, c'est que la teinte globale de la roche est extrêmement blanche. Donc nous avons affaire à un leucogranite cisaillé. Vous voyez, on peut tirer deux types d'informations différentes de ces objets. Donc maintenant que je vous ai rappelé comment est-ce qu'on retrouvait les plans de cisaillement, comment on retrouvait les plans de schistosité déformés par ce cisaillement et comment on en déduisait le sens du cisaillement, et bien sûr la prochaine vidéo, ce sera à vous de faire cet exercice sur un autre échantillon, sachant que cet autre échantillon est rose, donc ce n'est pas un leucogranite, il ne vient pas de la zone sud-armoricaine, parce que dans la zone sud-armoricaine, le long de ces grands plans de cisaillement, il y a de l'eau qui a circulé et ça a fait énormément d'anatexie. Donc la zone
sud-armoricaine, c'est la zone des granites blancs, contrairement à la zone nord-armoricaine, qui est la zone des granites roses. Donc on a pris, pour le prochain exercice, des granites qui ne sont pas des leucogranites. C'est juste pour que vous refassiez l'exercice. Donc à vous de jouer, identifiez la roche en donnant des arguments en faveur du nom de la roche que vous allez donner, et puis ensuite donnez toutes les descriptions tectoniques et interprétations tectoniques possibles à partir de cet échantillon. Mettez la vidéo en pause et faites un schéma. Donc sur cette photo qui est de meilleure qualité que la précédente, les minéraux vont être beaucoup plus faciles à identifier. Donc repérez bien que c'est ceci le quartz. Ce sont les zones grises qu'on retrouve ici aussi, on en retrouvait encore, on en retrouvait encore. Donc le quartz, c'est gris. En aucun cas, ce n'est opaque, de blanc, rose, etc. Dès que vous avez quelque chose d'opaque, ce sont les feldspaths. C'est gris et ça a cet aspect translucide. Donc vous en avez encore ici, là on a un gros amas de quartz. Tout ça c'est du quartz. Ce qui est blanc, alors ça peut aller de totalement blanc à jaunâtre, rose, ça et opaque, ce sont des feldspaths. Et puis complètement noir, ici nous avons des micas. Donc on retrouve bien, comme dans l'échantillon précédent, qu'il s'agit d'un granit, mais là la teinte est jaune-rose, donc bien sûr ce n'est pas un leucogranite, et on repère des minéraux beaucoup plus volumineux que les autres, un petit peu plus franchement rose, et ça c'est de l'orthose. Donc ici on a ce qu'on appelle un œil d'orthose, puisqu'on a des gros minéraux d'orthose. Donc nous avons reconnu ici un granit, mais un granit avec des minéraux centimétriques d'orthose qui sont présents dans l'échantillon. On nous demande ensuite, quand vous avez des minéraux centimétriques, on parle de minéral porphyrique. Je ferme la parenthèse, c'était juste pour les géologues. Maintenant, interprétons cet échantillon. Donc on repère des plans qui sont très marqués. Même si ici, ils sont un peu pas tout à fait parallèles les uns aux autres. Là, on a des plans qui sont assez nets. Donc, qui sont les plans principaux de l'échantillon. Néanmoins, on repère qu'il existe des plans secondaires qui ne sont pas négligeables, qu'on arrive à voir par rapport à ces plans principaux. Et ici, c'est exactement la même chose. Là, vous avez toute une ligne de quartz qui permet de trouver ces plans secondaires. Donc, on interprète les plans primaires comme étant les plans de cisaillement, les figurés secondaires comme étant la schistosité qui bascule, qui s'oriente avec le cisaillement. Et puis on repère que les plans de cisaillement sont décalés au passage des minéraux porphyriques d'orthose. Donc ça c'est quelque chose d'assez classique, nous on l'avait vu sous forme d'œil de cristallisation, que quand vous avez un gros minéral dans la roche initiale qui est résistant à la déformation, toutes les déformations qui existent vont être vont en quelque sorte contourner l'objet. Et là c'est ce qui se passe, la schistosité elle vient contourner l'objet, ce qui déforme un petit peu le plan de cisaillement qui est ici, qui n'est pas aussi beau que le plan de cisaillement qui est juste au-dessus. Ensuite, on nous demande, une fois qu'on a repéré ces figures CS, il faut toujours indiquer dans quel sens est-ce que ça se déplace. Donc on a cisaillement dans ce sens-là par rapport à ce sens-là, ce qui nous est donné par la forme des S. La forme des S, pour que ça bascule, on est obligé de supposer que ça se déplace dans ce sens-là, parce que si ça se déplaçait dans l'autre sens, à ce moment-là, les figures S, elles seraient dans l'autre sens si on se déplaçait dans ce sens-là. Donc vous voyez que nous avons totalement interprété l'objet. Nous avons un granit porphyrique qui n'est pas un leucogranite, donc qui n'est pas un granit d'anatexie, qui a été cisaillé avec des figures CS très marquées ici sur l'échantillon.